Pour un rappeur, quelle est la meilleure manière de finir sa carrière? Avec la soif de lumière et d'argent, la violence, les substances illicites, à quel moment faut-il savoir s'arrêter? Et comment le faire avant qu'il ne soit trop tard? Les ventes catastrophiques du dernier album de Big Sean font polémique et nous font réfléchir sur la meilleure manière de finir sa carrière. La semaine dernière, Big Sean a sorti son tout nouvel album Better Me Than You. En effet, ce nouveau projet de Big Sean en 2024 a un petit peu floppé et a été vendu à 24 000 exemplaires en première semaine. Afin que vous puissiez vous rendre compte d'à quel point ces chiffres sont catastrophiques, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en 2017 et Big Sean, qui est à ce moment-là un personnage très important de la scène rap, sort son album I Decided. Personnellement, j'ai adoré cet album et je ne suis pas la seule puisqu'il a été vendu à environ 151 000 exemplaires en première semaine. 151 000 exemplaires en 2017 et 24 000 exemplaires en 2024, il y a quand même un sacré gap entre les deux. Et j'ai vu énormément de personnes se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Big Sean? Pourquoi Big Sean flop à ce point alors qu'il nous a sorti quand même des hits? Il nous a sorti plein de classiques, il nous a sorti plein d'albums, il a l'habitude de faire des chiffres quand même beaucoup plus élevés. Qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Big Sean pour qu'il fasse ces chiffres-là aujourd'hui? Et en lisant un petit peu les différents avis sur les réseaux sociaux, on se rend compte que Big Sean est quand même là depuis 2007. On est sur presque 15 ans de carrière dans le game et en fait c'est vraiment très rare dans le game, dans le hip-hop, c'est vraiment très rare d'avoir une longévité pareille. Big Sean était quand même au sommet dans les années 2010, nous sommes aujourd'hui 10 ans plus tard, dans les années 2020, Big Sean est encore là. Donc certes, les ventes de son dernier album ne sont pas exceptionnel, mais on se rend compte quand même que c'est un acteur de la scène rap depuis tellement longtemps, et c'est très rare dans le hip-hop d'avoir une longévité de 15, 20 ans, etc. Très peu de rappeurs peuvent dire qu'ils sont restés relevant pendant presque 20 ans. On a d'ailleurs énormément de rappeurs qui ont annoncé leur retraite et puis qui sont ensuite revenus, ne serait-ce que parfois que quelques mois plus tard, sur le devant de la scène avec un nouveau projet, un nouvel album, etc. Donc on a eu beaucoup de feintes dans le hip-hop. On a par exemple Jay-Z qui en 2003 annonce son dernier album pour revenir 3 ans plus tard, en 2006, avec de nouveaux projets et de nouvelles musiques. Lil Wayne nous a également fait penser à plusieurs reprises qu'il quittait le monde de la musique, qu'il arrêtait le rap. Apparemment à l'époque c'était à cause de gros problèmes qu'il avait avec son label Cash Money. Il est pourtant revenu en force en 2018 avec son album The Carter 5 qui était extrêmement attendu à ce moment-là. Puis il a sorti d'autres projets ensuite. Nicki Minaj bien évidemment qui nous annonce sa retraite en 2019, elle nous annonce quitter le rap afin de se concentrer sur sa famille. Elle voulait à l'époque commencer à fonder une famille avec son mari, très controversé d'ailleurs. Et bien vous n'êtes pas sans savoir qu'à peine quelques mois plus tard, elle a sorti d'autres projets, elle a depuis également sorti un album, Pink Friday 2, un album extrêmement attendu par sa fanbase et par plein de monde. Elle a également fait la tournée de l'album, tournée qui a eu énormément de succès, donc la carrière de Nicki Minaj est encore bel et bien là. Donc c'est assez marrant de remarquer, parce qu'il y en a plein d'autres, à quel point les rappeurs aiment se retirer, prendre un petit peu du temps en disant qu'ils prennent leur retraite carrément à ce moment-là, pour revenir ensuite avec de nouveaux projets, un nouveau rebranding, revenir en force. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les rappeurs en tout cas. Lors d'une interview, The Game s'est exprimé sur la longévité dans le hip-hop, comment réussir à rester dans le game finalement après toutes ces années, etc. Je vous laisse avec l'extrait que j'ai trouvé super intéressant. Ice Cube told me, man, like, longevity is in being a chameleon. Wherever hip hop go, you ride with it. Is you riding or you not? Is you riding or you not? It'll leave your ass. And we seen rappers get left because hip hop changed. Niggas don't respect it and try to stay where they at. And hip hop leave you, drop you off. Vous l'aurez donc compris, un rappeur qui a une carrière de plus de 20 ans, où il reste plus de 20 ans relevant dans le game, eh bien c'est assez rare et c'est très admirable. On peut faire un petit tour de ces rappeurs-là qui ont réussi justement à se réinventer à travers les années et à rester dans les charts. On a Drake qui a quand même commencé en 2006, donc Drake qui commence en 2006, ça fait presque 20 ans qu'il est dans le game. Excusez-moi, mais rien que cette année, il a eu un run incroyable avec son clash avec Kendrick Lamar, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Drake, c'est le rappeur dont on parle le plus, c'est le rappeur qui est le plus mentionné, c'est le rappeur le plus connu de notre génération, et donc je trouve ça quand même extrêmement respectable. Nicki Minaj, qui est une femme ovni dans le rap finalement. Nicki Minaj a commencé sa carrière en 2007, et bien en 2024, elle fait encore des sales combles, parce que je vous rappelle que Pink Friday 2, qu'elle a sorti cette année en 2024, a fait plus de 228 000 ventes d'exemplaires en première semaine. Je vous parlais de Big Sean au début, 24 000, 228 000, il y a quand même encore une fois une énorme différence et on se rend compte, encore une fois,
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Nicki Minaj est, au même titre que Drake, un personnage très très important dans la scène hip-hop. Femmes et hommes confondus, là je parle pas du rap féminin, machin, là on mélange tout. Nicki Minaj pèse de dingue dans le game. On peut parler aussi d'Eminem qui est un ovni dans le game, qui a commencé en 1988. Alors là je vous avoue que le calcul est carrément, mais ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le game, Eminem. Et il fait encore des chiffres et des stats de malade puisqu'il a sorti un album cette année en 2024, donc plus de 30 ans après le début de sa carrière, en faisant des chiffres 287 000 ventes en première semaine. C'est juste incroyable pour un rappeur qui est là depuis plus de 30 ans encore une fois. L'album s'appelle The Death of Slim Shady. L'album a été très critiqué lorsqu'il est sorti parce que c'est vrai qu'Eminem revient avec cette énergie très dissipée, très clasheuse. Il clash tout le monde. Il a clashé Megan Thee Stallion, il a clashé telle meuf, il a clashé tel mec, il a clashé la Gen Z. Vraiment, Eminem est revenu en force, en faisant un petit peu de polémique bien évidemment autour de l'album, mais ça a fonctionné puisqu'il vend plus de 200 000 exemplaires en première semaine. En 2024, c'est un ovni encore une fois, comme Nicki Minaj qui vend plus de 200 000 exemplaires. Ces noms-là que je vous cite, c'est pas tout le monde dans le game qui fait ces chiffres-là. C'est pas tout le monde qui reste relevant pendant 10, 20, 30 ans de carrière, je sais pas si vous vous rendez compte, ils veulent pas lâcher ça, je vous le dis, ils veulent pas lâcher ça. Vraiment, lâche ça. Ils veulent pas lâcher leur carrière, et tant mieux, tant que ça marche, ils ne veulent pas passer à côté d'autant de revenus. Et puis quand il y a le talent, la passion, etc., tout ça qui se mêle, ça fait un cocktail qui dure quand même très longtemps. Mais certains se cassent la gueule. Certains se cassent la gueule, bien évidemment. On peut mentionner, si on sort un petit peu de la sphère hip-hop et de la sphère du rap, toute cette histoire me fait un petit peu penser au grand retour de Katy Perry, effectué cette année, en 2024, avec un son féministe, mais un petit peu satire quand même du féminisme. Enfin, on n'a pas trop compris quel était son délire, quel était son rebranding à ce moment-là. Mais Katy Perry, alors je ne sais pas quels ont été les chiffres de vente pour son single, etc., quelles sont ses statistiques. Ce que je peux vous dire, c'est que son retour a quand même été un énorme flop, au niveau en tout cas des avis que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, les gens avec qui j'ai pu discuter, etc., les gens n'ont pas aimé le retour de Katy Perry et se demande finalement pourquoi elle a fait ce grand retour. Katy Perry a énormément bien marché, a énormément bien vendu, ça a été la figure de la pop pendant des années, je veux dire elle nous a vendu énormément de tubes, donc c'est vrai qu'on se demande mais pourquoi ne pas partir en reine finalement comme elle l'avait fait? Pourquoi ne pas lâcher ça? Voilà, pourquoi ne pas passer à autre chose? Parce que c'est vrai que le fait de revenir, ça peut ternir un petit peu ce run incroyable qu'elle avait dans sa carrière où vraiment la popularité de Katy Perry, le nombre de sons number one qu'elle a eu, c'est quand même assez admirable et c'est vrai que ce retour-là, voilà, ça fait un petit peu tâche. Beaucoup de gens se disent qu'elle aurait pu en rester là et arrêter finalement au sommet de sa carrière. Mais je pense que c'est très difficile quand on est au sommet de sa carrière de ne pas vouloir plus, toujours plus. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans la pop ou même dans tout autre corps de métier, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on gagne énormément d'argent, qu'on a énormément de fans et qu'on est au top de sa carrière, pourquoi s'arrêter finalement? On a aussi des rappeurs qui s'assagissent un petit peu plus avec l'âge et qui décident de passer du côté business. Certes, ils ont encore un pied dans la musique, je pense notamment à Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z. Ce sont des gens qui ont encore un pied dans la musique, dans le hip-hop, mais qui ont bâti des business parallèles à côté, qui leur apportent déjà énormément d'argent et puis qui leur permettent de pouvoir rester riches tout simplement, tout en restant dans la musique et sans être forcément à tout prix sur le devant de la scène. On a Snoop Dogg par exemple qui a sorti un peu de merch en fait. Snoop Dogg qui fait du commerce autour de certains produits qu'il aime bien vendre et qu'il aime bien consommer également. On a pu le voir pas mal de fois aux Jeux Olympiques, c'était littéralement la mascotte des Jeux Olympiques, la mascotte américaine des Jeux Olympiques, il était partout, il testait tous les sports. Donc vraiment c'est une retraite plutôt chill, je trouve. Pas non plus sur le devant de la scène, mais tu te fais quand même un max d'oseille. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir se demander à quel âge ils vont prendre leur retraite. Nous avons énormément de talents du hip-hop qui sont partis trop tôt. Et dans le hip-hop, plus que dans n'importe quel autre genre, vous allez voir, je vais vous lire des statistiques juste après. Mais comme je vous le disais, on a eu énormément de talents du hip-hop qui sont partis bien trop tôt et bien trop injustement. On se souvient tous des meurtres de Tupac, de Jam Master Jay, ou plus récemment d'XXXTentacion, de Pop Smoke, de PNB Rock, et plein d'autres malheureusement à travers les années. J'ai trouvé une étude très intéressante faite par un professeur de l'université de Sydney en 2015, une étude qui se penche sur l'espérance de vie finalement d'un rappeur vs l'espérance de vie d'un chanteur pop ou d'un chanteur de métal ou d'un chanteur rock, etc. Je vous mets le petit schéma à l'écran, mais c'est vrai que quand on se rend compte, alors on voit tous les genres en dessous, donc on a le blues, le jazz, la country, le gospel, R&B, doo-wop soul, on a la pop, folk, world music, punk, metal, etc. Très vite, on se rend compte que les artistes qui meurent finalement le plus tôt sont les artistes de rap, de hip-hop, etc. On voit directement la courbe qui se baisse
au minimum lorsqu'on voit le rap et le hip-hop, donc on est à peu près à 25-30 ans d'espérance de vie pour un rappeur. L'étude a été faite en 2015, c'est vrai que depuis on a énormément de rap alternatif qui a émergé, donc on a énormément de rappeurs qui viennent de tout milieux différents, mais c'est vrai que ces stats sont quand même assez alarmantes. On a un deuxième tableau que je vous affiche également, qui nous démontre un petit peu les causes de mort selon les différents genres de musique. Encore une fois, on a le blues, le jazz, country, gospel, etc. Nous avons sur ce tableau les causes éventuelles de mort selon les genres, les différents genres de musique, par exemple une mort accidentelle, un homicide, un problème de cœur, un cancer, etc. C'est vrai que lorsqu'on regarde les statistiques, pour le hip-hop, le rap, nous avons 51% environ de morts par homicide. C'est plus de la moitié, c'est plus de 50%. Parmi tous les artistes rap qui sont décédés, 51% de ces personnes-là sont décédées à la suite d'un homicide. En général, c'est une arme à feu, ça peut être aussi, je ne sais pas, un couteau. En tout cas, c'est une agression. C'est peut-être souvent relié à des histoires de gangs, etc. Mais je trouve que ces chiffres sont extrêmement alarmants. Quand on regarde, par exemple, les statistiques de la pop, on peut voir que la première cause de mort pour un artiste pop serait le cancer. Au niveau des homicides, on n'a que 2,9% face à, je le rappelle, 51% pour le rap. Le métal, par exemple, ne compte que 5,9% de morts par homicide. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces chiffres sont alarmants. Mais comment expliquer ces chiffres? Comment expliquer une telle différence entre le rap et les différents genres? Quand on regarde les causes de mort, quand on regarde l'âge de la mort également. Espérance de vie, on le rappelle, pour un rappeur, environ 25-30 ans. Alors comment expliquer une telle différence? Comment expliquer ces chiffres? Eh bien, c'est très simple. C'est vrai que beaucoup de rappeurs viennent d'environnements très difficiles, où ils ont été obligés d'activer un petit peu le mode survivant. La violence, la rancœur et parfois la drogue, c'est tout ce qu'ils connaissent. Parfois, quand tu viens d'un environnement comme celui-ci, c'est tout ce que tu connais et c'est un environnement qui te matrixe depuis petit. Et je pense que c'est très difficile d'en sortir, car en plus d'un quotidien difficile, ces personnes-là font face à une marginalisation et à une persécution par le système, par la police. C'est vrai qu'énormément de rappeurs sont issus de la communauté afro-américaine et donc voilà, on est quand même aux États-Unis. Les États-Unis restent un pays très marqué par l'esclavage, il y a encore énormément de problèmes de racisme systémique d'ailleurs. Le rap a quand même sorti énormément de jeunes des quartiers difficiles. Le rap a redonné espoir à des gens qui n'ont jamais eu le droit de rêver finalement, que ce soit dans leur enfance, en grandissant, etc. Quand t'es entouré de violence, quand t'es entouré de désespoir, quand le système t'a complètement laissé tomber, tu n'as plus le droit de rêver et c'est vrai que le rap, le sport, etc. Ce sont des choses qui font extrêmement rêver ces jeunes-là qui sont marginalisés et qui sont dans des endroits où habituellement, voilà, il n'y a pas grand avenir pour eux finalement, à part se faire tuer dans une allée à cause de guerres de gang ou faire une overdose malheureusement, parce qu'on peut en parler également. On peut parler de la drogue aussi, parce que dans un environnement où on ne te donne aucune chance pour t'en sortir dans la vie, beaucoup se tournent vers le trafic de stupéfiants, beaucoup se tournent vers la consommation de stupéfiants, et donc ces chiffres ne sont pas vraiment une surprise. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une étude qui a été menée en 2015. Depuis, on a quand même eu une montée de rap alternatif avec des gens qui se mettent au rap et qui finalement ne viennent pas de ces quartiers difficiles, etc. C'est vrai que le rap a émergé des ghettos américains. Aujourd'hui, le rap s'est commercialisé et nous avons tout le monde qui peut faire du rap. Une personne venant de quartiers aisés, une personne qui a une très bonne éducation, etc. peut faire du rap également. Le rap est vraiment devenu, au-delà d'être une revendication, c'est devenu une vraie forme d'art et donc l'art, la culture, etc. ça se partage. Donc c'est très bien. Mais c'est très important aussi de se souvenir d'où vient le rap. Quel combat le rap a essayé d'amener au début, en tout cas. Toutes ces choses-là sont très importantes et je trouve que c'est important de saluer aussi ces rappeurs-là qui aiment revenir aux sources et qui aiment revenir dans leur quartier afin de give back. Que ce soit en faisant des dons à leurs anciens quartiers ou que ce soit tout simplement en bâtissant, en mettant en place de nouvelles structures comme un terrain de basket, un terrain de foot, un endroit qui peut accueillir et venir en aide aux jeunes afin que ceux-ci puissent évoluer de la meilleure manière possible. On a quelques exemples dans le rap de rappeurs qui font ça. On a Lil Durk notamment qui aime beaucoup retourner à son quartier Englewood à Chicago afin d'agir tout simplement, afin d'agir pour la jeunesse, afin de dire ok regardez moi je m'en suis sorti. Alors Lil Durk est un gangster littéralement. Lil Durk, voilà, je pense que dans l'histoire de Lil Durk on a quand même des armes à feu, on a des meurtres, etc. Donc c'est un milieu qui est très difficile, mais il explique que voilà lui il a réussi et qu'il veut aider en fait la prochaine génération à s'en sortir en mettant en place, comme je vous le disais, des structures d'accompagnement où toutes ces choses-là sont des choses qui élèvent les quartiers et qui aident peut-être à se diriger vers une vie meilleure pour ses habitants. C'est vrai qu'on blâme très souvent le rap
rap, les rappeurs, etc. pour tout ce qui est la promotion de la gun violence, donc les violences liées aux armes à feu. On les blâme également beaucoup pour la glamourisation de la violence, la glamourisation des gangs, etc. Mais il ne faut pas oublier que finalement, le message que beaucoup de rappeurs essaient de faire passer, c'est que cette violence est très souvent due à un système qui les a abandonnés depuis bien trop longtemps. Donc certes, le rap a beaucoup de défauts, a énormément de problèmes, promotion de violence, promotion des armes à feu, comme je vous le disais, mais dans tout ça, on a quand même des minorités marginalisées qui essaient de tout simplement faire passer un appel à l'aide. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de retraite dans le hip-hop, malheureusement, tout le monde n'a pas sa chance d'arriver à ce point-là où on se creuse la tête, où on se demande « Ok, comment je vais finir mes vieux jours? Est-ce que je continue le rap till I die? Est-ce que je me mets de côté ?» Comme je vous le mentionnais un petit peu plus tôt avec Snoop Dogg, Jay-Z, Dr. Dre, etc. Beaucoup de rappeurs n'ont malheureusement pas l'occasion de se poser toutes ces questions-là. Énormément de rappeurs ont peur de tomber dans l'oubli, hein. Je pense que, par exemple, Nicki Minaj qui se fait clasher tous les 4 matins, ouais, grand-mère, machin et tout. Nicki Minaj va encore. Ça c'est sûr et certain, on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais elle se fait énormément critiquer. Ouais, c'est quand qu'elle part à la retraite, etc. Je pense que le fait qu'elle soit une femme joue bien évidemment énormément par rapport à ses pairs masculins, mais je pense qu'il est bien de savoir s'arrêter aussi au bon moment. Le rap, le hip-hop, même si ça a énormément évolué ces dernières années, ça reste un environnement qui peut être très dangereux. Quand les fantômes du passé te rattrapent, comme pour Pop Smoke par exemple, on voit que ça reste quand même un univers extrêmement miné. Aux États-Unis, hein, bien évidemment, je pense que vous l'avez remarqué pendant toute cette vidéo, j'ai parlé du contexte américain du rap, donc tout ce qui se passe un petit peu là-bas. Ça reste très dangereux, ça reste un univers très dangereux, tu te fais tirer dessus, il y a les armes à feu, la promotion des substances illicites, la promotion de la violence, etc. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Je pense qu'il est important de penser à sa sécurité et penser à la sécurité de sa famille avant tout, bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis en commentaire. Quel est votre avis sur la longévité des artistes dans le hip-hop, etc. N'hésitez pas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!